Parmi les questions, il y a la différence entre l'objet et l'outil. Si c'est rapide, je vais la prendre, sinon je vous les lis toutes et puis... Non, ça va être relativement rapide. La différence, c'est le sens de si on a le sens de l'objet en termes de fonction et fonctionnement, on peut parler d'outils. Et mais il faut toujours deux principes que vous sachiez que on se positionne comme ne connaissant rien, n'ayant aucune connaissance de la mémoire que porte cet objet-là. Donc c'est un objet, il se donne à voir. Dire que c'est un outil, c'est accéder à un sens, et le sens de celui qui l'a fabriqué, a priori. Parce qu'il y a l'outil tel que je le perçois, et l'outil tel que l'homme de la préhistoire l'a perçu, et déjà il y aura encore en plus un écart. Comme outil, c'est usage? Outil, oui, c'est la connaissance c'est le sens que possède cet objet, en termes de fonction, de fonctionnement, symbolique, parce qu'il y a une fonction d'usage et une fonction de signe aussi qui peuvent intervenir. Voilà. Est-ce que c'est lié à des questions de concrétisation ou plutôt de saturation? Pourquoi? Alors je vous renvoie, je vous donne rendez-vous dans 6 mois. J'ai une étudiante qui finit sa thèse sur le sujet justement, où elle travaille au Proche-Orient, sur le passage de la pierre au métal. Super. Bon, peut-être qu'on va faire un petit écho. Oui, non, c'est absolument... parce qu'il n'y a pas de... et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à imaginer des scénarios possibles, et le jour où elle s'est confrontée au matériel, elle s'est rendue compte qu'en fin de compte, les préhistoriens avaient délaissé tous les objets de pierre au profit des objets en métal, parce que c'était pour eux plus facile à lire, et quand elle a réintroduit les objets de pierre, on s'est rendu compte que la proportion des outils en métal était vraiment infime. Et donc, voilà, donc c'est toujours le problème de la perception et de l'idée qu'on en a. Et donc, le passage n'est pas clic-clac, c'est certaines fonctions qui vont passer effectivement par le métal. Et il y a beaucoup de symbolique qui intervient. On a par exemple l'exemple des premières haches en Europe, qui sont des haches en étain. Et donc, l'étain est absolument, je veux dire, c'est un objet symbolique et pas du tout un objet fonctionnel. Je crois me souvenir dans le roi Gourand, je ne sais plus où exactement, de peuples qui ont reçu des objets en métal et qui les ont refabriqués en pierre. En pierre, tout à fait. Mais là, si tu veux, je pourrais même te passer d'excellentes photos. Je suis allé en Corée, à Séoul, et là, tu as toute l'époque médiévale où ils te refont des objets en métal de pierre. Là, c'est l'inverse. C'est le métal qui est refait en pierre. Ah ouais, je veux dire, c'est extraordinaire. On a les objets de métal qui vont imiter la pierre, et on a aussi le chemin inverse. Ouais. Je suis trop court, là. Voilà, oui, il y aura des choses à dire, mais éventuellement, je vais vous demander pendant le café, la personne qui a posé la question aussi. Comment on fait pour repérer qu'il y a une nouvelle lignée? Est-ce que c'est des questions de forme? Alors c'est empirique. La première chose à dire, c'est un peu comme quand vous pêchez. Il y a les spécialistes qui arrivent à dire, moi je vais pêcher le goujon, et ils ramassent un goujon, ou je vais pêcher le brochet. Moi quand je pêche ce que je trouve, ce qui vient. Et c'est un peu comme ça au départ, je dirais, on va poser par principe que cette forme est fédératrice d'un certain nombre de fonctions et de fonctionnements. Et donc voilà, mais en fin de compte, toutes les lignées artificielles que l'on crée au départ sont détruites, et donc c'est très difficile d'arriver à l'ensemble des lignées. Et je pense qu'on ne pourra pas y accéder. On a des lignées majeures, et on pourrait, dans ces lignées majeures, arriver à distinguer des sous-lignées où en fin de compte, cette lignée majeure recueille un ensemble de lignées, mais on a du mal à passer de l'un à l'autre. Donc, le mot lignée qu'on utilise n'est pas forcément... pour deux catégories d'objets, le laminaire et le bifacial, c'est évident, on sait qu'on est dedans. Dans la catégorie éclat, c'est comme si je disais, voilà, voiture, mais vous avez des voitures électriques, des voitures qui fonctionnent au gaz, des voitures qui fonctionnent à l'essence. Et puis dans ceux qui fonctionnent avec du carburant, je dirais, ça peut être l'essence, ça peut être du diesel. Alors, on arrive au niveau voiture.
voiture électrique ou voiture à explosion, voilà, c'est très difficile de passer. C'est pour ça que je dis que la dernière fois, hier, j'ai fait appel à Bachelard en disant que je sais qu'à un moment donné, je n'aurai pas l'information. Et donc, il faut que je construise mon questionnement en fonction de ce manque et non pas chercher à le combler. Voilà, c'est ça qui est assez difficile. C'est que, comme en préhistoire, on est dans une dimension un peu, je dirais, on a à voir un peu avec le mythe de l'évolution de l'homme, et donc on a tendance, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez, oui, non, en fin de compte, on ne sait pas. Et nous sommes des scientifiques et nous ne sommes pas des romanciers. Donc, à un moment donné, non, voilà. Je suis désolé de créer de la frustration, mais... C'est une question sur, c'était dans une de vos slides vers la fin, l'avant-dernière, je ne sais plus trop mémoire. Vous parliez il y avait des blocs d'abandon, vous disiez, ouais. Et là on a retrouvé ça, et puis... Ça disparaît, ouais. Voilà, et c'est quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer? C'est le phénomène laminaire. Le phénomène laminaire est... les blancs, les blancs, il y a autre chose. Il y a autre chose qui intervient. Dire, globalement, le phénomène laminaire, dans l'ensemble des lignées, la lignée laminaire est la dernière lignée qui va apparaître. Et on se rend compte que cette lignée, elle apparaît un moment, et on pourrait s'attendre, dès qu'elle apparaît, que ça va partir. Or, pas du tout. Ça part, ça s'arrête. D'autres lignées contemporaines qui existaient avant perdure, puis de nouveau ça va réapparaître et ainsi de suite, ça va disparaître. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on peut mettre l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire le nord de l'angle sud de l'Angleterre, la Belgique et le nord de la France. On a exactement le phénomène observé, un peu plus tardif, mais laminaire, disparition, laminaire, et puis poum, ça continue. Et au Proche-Orient, on va avoir le même phénomène, laminaire, disparition, laminaire, plus ancien, hein, je veux dire, la temporalité est différente, sans qu'il y ait de contact géographique. Justement, ça c'est une des grandes questions qu'il y a eu. Convergence, mes amis. Sur voilà, ce que vous venez de décrire sans contact géographique, et pourtant il y a des liens entre les techniques. Et donc pourquoi? Ah bah, bon, j'espère que personne dans la salle me tuera, mais c'est ce que tu développes dans ton livre. Hein. C'est qu'effectivement, nous avons la preuve que les objets ont des... On sait techniquement que les objets sont des structures et que certaines structures sont évolutives et que ces structures, donc ces lignées, tout dépend de comment on aborde le problème, mais ces lignées structurelles, je ne sais pas si ça... En fin de compte, dans le pourtour méditerranéen, on est bien d'accord, vont systématiquement à un moment donné réapparaître. C'est-à-dire que le bifacial, le levallois, le laminaire, je veux dire ça c'est une trilogie sur 1 million d'années qui va apparaître. Et pourquoi? Ben, c'est le potentiel structurel, c'est à la fois le potentiel structurel qui est exploité et à un moment donné qui n'est plus exploitable, et l'homme va automatiquement continuer à chercher quelque chose qui va au-delà de... C'est pour ça que bon, je parle d'instabilité, puisqu'on pourrait être stable, mais on fait évoluer la lignée. La lignée va évoluer, et c'est l'homme qui fait évoluer la lignée, c'est personne d'autre. Et puis quand cette lignée n'est plus évolutive sur un plan structurel, ça ne veut pas dire qu'elle meurt, hein, elle peut continuer et perdurer, on le voit bien d'ailleurs en Afrique avec le phénomène bifacial. Mais à un moment donné, on va l'abandonner et on va redémarrer sur une autre lignée. C'est des phénomènes qui transcendent le temps, qui transcendent l'espace et qui transcendent la biologie, on va dire les différences humaines. Moi, je crois que c'est un couplage entre potentiel structurel et instabilité humaine. Voilà. C'est une coévolution entre l'homme et la technique. C'est en lien avec... Je veux savoir comment est-ce qu'on démontre qu'il n'y a pas eu une transmission géographique, que ça n'a pas voyagé en fait. Ah bah parce que tu as des temporalités de 600 000 ans, des fois. Et ça, c'est ça qui est surprenant. Par exemple, le phénomène bifacial, il apparaît à 1,7 million en Afrique, il va réapparaître à 0,6 en Europe de l'Ouest.
Et à 0,6 en Europe de l'Ouest, on voit réapparaître la 2 Dion-Bouton, alors qu'en Afrique, on est déjà à la 2 chevaux. Donc, s'il y avait une transmission, on devrait au moins avoir le même niveau technique. Tu vois, voilà. Après, phénomène Levallois, on a aussi... on a des... C'est très bizarre, si tu veux, mais ce phénomène de convergence, il est montré en ethnologie. Hein, je veux dire, c'est d'ailleurs assez surprenant que sur le temps long, on ne l'accepte pas, alors que dans le temps court, qui est celui des sociétés premières, en tout cas, autres que les nôtres occidentales, c'est un phénomène absolument classique. La poterie, elle est née... On a des traces à 14 000 en Afrique, au Mali, donc en pays d'Ogon. On en a à 14 000, 13 000 en Mongolie. Bon, voilà, je dirais. Alors, on peut toujours imaginer un Marco Polo. C'est possible, mais de toute façon, c'est pas parce qu'une idée est véhiculée par un individu qu'elle est reprise. En plus. Ça aussi, on a la preuve qu'il y a des idées techniques qui débarquent et pour des raisons X ou Y, on va ignorer ou on va brûler la personne. Alors, toujours juste sur cette question, il y avait le lien avec la conscience, c'était derrière, c'était là. Oui, donc l'idée c'était, je pense qu'il n'a pas complètement répondu, mais un peu, en tout cas, pourquoi il y a dans différentes zones, mais vous vouliez l'interroger sur le lien. Déjà sur plusieurs zones, ça pourrait dire qu'il pourrait y avoir une multiplicité finalement d'origine de la conscience en fait. Et conscience dans le sens où ce serait une production d'une structure technique en fait. Pas une production mais qui se développerait en parallèle en fait. Non, c'est pas. Oui, non, justement, c'est ça qu'il ne faut pas dire. C'est une coévolution. Ne jamais oublier que c'est l'homme qui est l'acteur, qui invente et qui fait évoluer la chose. Voilà, c'est-à-dire que d'un cheval, si tu veux, tu ne peux pas en faire un éléphant, quoi, quelque part. Mais donc il y a des fois des choses impossibles et des choses qui sont possibles. Je veux dire, et d'un cheval, tu peux, par modification génétique, obtenir effectivement des choses de plus en plus performantes. Par exemple, un singe, il prend l'objet, il l'utilise pour résoudre un problème, il le jette, alors que l'homme, il prend un objet, il l'utilise et il le réutilise après. Parce que le singe ne fait pas ce que tu dis. Ouais, le singe réutilise le percuteur, réutilise ses enclumes. Bon, pour la suite, ouais. Pas tous, hein, mais certains le font. Certains le font. Pour le bois, mais pas pour la pierre. Non, les enclumes, par exemple, il y a certains singes où ils savent très bien, parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les arbres. Donc, ils ne vont pas amener les noix à l'arbre. Ils amènent les outils à la noix. Et donc, ils savent très bien qu'ils ont le percuteur machin qui sont là, et on les voit aller chercher le percuteur et arriver avec le percuteur avec l'enclume. Mais pas, tous ne le font pas. Hein. Je veux dire, nous aussi, on ne fait pas tous la même chose. Bon, il reste 4 minutes pour 2 questions. Il y en avait une sur revenir un petit peu sur les différences entre à l'anglo-saxonne avec les réseaux et à la française et ce que vous proposez. Et question par rapport au cône de Bergson, que Sacha pourra proposer si jamais. Est-ce que c'est bergsonien de dire qu'il est guide, ou est-ce qu'on ne pourrait pas simplement dire qu'il n'est fait que de pieds et pas de connaissances En une phrase, hein, pour justifier cette question bizarre, c'est parce que c'est la différence entre matière et entre mémoire et perception consciente chez Bergson, c'est que la mémoire, c'est en quelque sorte la matière, ou la matière, c'est une mémoire pour Bergson, mais elle n'est pas individuée dans l'action d'un être vivant, et la perception, c'est les sélections d'un individu qui va prendre dans cette mémoire qui est en quelque sorte toujours déjà là, et qui n'est pas individuée, qui va prendre dans cette mémoire ce qui lui est utile pour l'action. En quelque sorte, le cône chez Bergson, il n'est jamais vide, mais il peut ne pas être individué dans l'action d'un être vivant, tout à fait. Donc n'être que matière en quelque sorte. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai introduit Stigler et le cône de Bergson en même temps. Ouais. Donc je vide un peu du Bergson et je mets du Stigler dedans.
Voilà. Mais bien sûr, je veux dire, la notion de l'observant, je veux dire, il est fondamental. Je ne pourrai jamais l'avoir. Donc je serai toujours de l'extérieur. Voilà. C'est moi de l'extérieur qui observe. Je perçois l'observant. Tu vois, c'est pas moi qui perçois l'objet. C'est moi qui perçois l'observant. Comment l'observant perçoit l'objet. Donc je sais pas si tu imagines la complexité du truc. Donc évidemment, je suis pas dans la pensée de Bergson parce que je ne peux pas y être parce que je n'ai pas l'individu. Voilà. Mais j'ai trouvé cette image de Bergson, je veux dire, et l'image de Stigler, je veux dire, pour moi, c'était, voilà. Donc cette mémoire épiphylogénétique, elle est une partie du cône, si tu veux. Voilà. Mais elle est sans le sujet. Mais néanmoins, il y a du sujet parce que c'est bien l'individu qui l'a produit. Mais, voilà. Pour la différence sur les... Alors... peut-être la question, je pense que c'était, je ne sais plus qui l'avait posé, c'était revenir de façon plus générale sur ces distinctions. Alors c'est clair, si tu veux, c'est que la position anglo-saxonne, en tout cas en préhistoire, elle est dominée par l'exclusion sur du technique. Le technique n'est pas informel sur l'individu. Et on a très peu, en termes d'école, on n'a aucune école technicienne anglo-saxonne, même pas anglaise, donc encore moins nord-américaine. Ils ont pris une autre voie qui est celle d'expliquer l'objet par le déterminisme environnemental ou le déterminisme biologique. Donc c'est Harris, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc c'est vraiment une école qui est issue de la géographie culturelle. Bon, c'est assez particulier, c'est une école allemande qui a été reprise par l'école nord-américaine. Et donc à chaque fois qu'on discute avec eux, ils nous disent « mais cet objet, il est mort. Vous ne pouvez pas discourir et tout ce que vous allez dire est subjectif. » Et donc, il y a la course à l'objectivité. Et cette objectivité passe par le quantitatif et par le déterminisme. Il n'y a que ça que l'on va pouvoir quantifier. Et là, on est dans des discussions, je dirais, c'est Mars et Saturne qui se rencontrent là. C'est extrêmement difficile. Et nous, on leur dit non, je veux dire, il y a cette mémoire qui est là. Et donc, le problème n'est pas on le sait qu'on ne pourra jamais la connaître dans sa totalité, parce que le sujet, on ne l'a pas et on ne pourra jamais l'interroger. Donc, cette mémoire individuelle, évidemment, elle a complètement disparu. Néanmoins, il y a de la formation technique, il y a du matériel, et on peut discourir sur ce matériel, mais il faut savoir le lire. Et le problème, c'est comment savoir lire un objet dont on ne sait pas comment l'aborder. C'est ce qu'ont fait les physiciens. C'est ce qu'en font les astronautes. Pourquoi nous ne serions-nous pas capables de le faire? Donc, il y a vraiment une rupture, mais qui est violente, qui est très très violente, parce que du style, si vous voulez publier dans une revue anglo-saxonne, vous avez la réplique systématique des reviewers, « It's a French attitude, yes ». Et là, on t'explique qu'il serait nécessaire peut-être de mettre en perspective le problème et tout et tout. Et là, tu leur réponds, mais écoutez, mettre en perspective un problème, si vous n'exposez pas les faits, je veux dire, c'est un peu gênant quand même au départ. Donc, on va mettre une base de données et qu'après, alors le problème français, c'est souvent on s'arrête à la base de données dans nos domaines. Il faut aller au-delà. Mais c'est un combat et les Américains, il ne faut jamais oublier qu'ils ont voté Bush et qu'ils ont voté Obama. Et donc, ce sont des gens qui sont très malléables. Vous avez toujours 50-50. À la différence où, effectivement, en Europe, où c'est beaucoup plus difficile de faire passer ça à des Français que de faire passer ça à des Anglo-Saxons. Voilà, parce qu'en France, on ne vous écoutera pas, vous serez méprisé. Chez les Anglo-Saxons, vous serez adoré ou tué. Voilà. Eh bien, merci. Alors, je voudrais juste finir sur une chose que je n'ai pas dit. Ouais, non, mais c'est un truc important. C'est qu'il n'y a plus de lien à faire entre préhistoire et histoire. On est dans une histoire et dans une paléohistoire. Voilà. Et le mot paléo signifie que notre base de données n'est pas forcément la même, elle est différente, mais une histoire continue et que la cyclicité qui est observée, c'est celle que vous observez dans le monde moderne et que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nous avons une telle similarité depuis 3,5 millions et en quoi où se situent les différences avec nous actuellement. Voilà. Et donc, les objets évoluent, ont des cycles de transformation, il y a 3 millions d'années, comme maintenant. Alors là, donc la technique a une profondeur temporelle qui, pour répondre à la question, je veux dire, pose problème. Pose problème. Merci de votre attention.